3 jours, c'est le temps que tiendrait votre supermarché si les camions diesel s'arrêtaient. Vous pensez sûrement que le gouvernement a prévu un plan de secours. Ce n'est pas le cas. Les responsables ont déjà vidé 172 millions de barils de la réserve stratégique de pétrole des États-Unis au début de 2026. Elle est à son niveau le plus bas depuis 1983, et ils la remplissent beaucoup plus lentement qu'ils ne l'ont vidée. Les réserves pétrolières d'urgence des États-Unis n'ont pas été aussi faibles depuis plus de 40 ans. Alors que vous risquez de voir les rayons vides à la moindre perturbation, les grandes compagnies pétrolières engrangent des bénéfices. Imaginez entrer dans une épicerie au cœur de l'une des plus grandes et des plus animées villes de la planète, pour n'y trouver que des rayons vides. Pas de pain, pas de lait, pas de fruits. Maintenant imaginez ce même scénario se produire partout dans le monde. À New York, à Londres, à Tokyo, des magasins habituellement pleins d'activités, remplis de provisions, sont complètement vides. Cela ressemble à une scène d'un film catastrophe hollywoodien, un monde post-apocalyptique sans espoir. Sauf que la réalité pourrait être plus proche que vous ne le pensez. C'est exactement ce qui arriverait si le système logistique, crucial mais fragile, alimentant les grands centres urbains, s'effondrait soudainement. On l'appelle le système de flux tendu. Une fois compris, il pourrait changer à jamais votre vision du fonctionnement des grandes villes. Beaucoup pensent qu'il y a d'immenses entrepôts, avec des réserves inépuisables, prêts à remplir les rayons vides des supermarchés à tout moment. La réalité est tout autre. Les villes modernes fonctionnent comme des entonnoirs. La nourriture et les produits essentiels arrivent, sont achetés presque immédiatement, puis disparaissent tout aussi vite. C'est un système efficace mais peu résilient. La plupart des grandes villes n'ont que 3 à 5 jours de stock alimentaire avant que les rayons ne se vident. Le reste doit arriver à bord de camions poids lourds, parcourant des centaines de kilomètres à travers le pays chaque jour. En d'autres termes, il n'y a pas d'entrepôt secret prêt à sauver la situation. Votre supermarché survit parce que les camions continuent d'arriver, jour après jour, sans faute. Au moment où ces camions sont retardés, perturbés, ou s'arrêtent complètement, l'illusion d'abondance disparaît et tout s'effondre rapidement. Si le système en flux tendu échoue, les grands centres urbains pourraient manquer de nourriture en 72 heures, soit moins de temps qu'il n'en faut pour se remettre d'un rhume. Au moment où les roues cessent de tourner, le compte à rebours commence. Le premier jour, les livraisons qui devaient arriver n'arrivent pas. Dès le deuxième jour, une panique localisée commence à se répandre. Les clients se précipitent dans leurs magasins locaux et raflent toutes les provisions qu'ils peuvent trouver. Au troisième jour, tout a disparu. On nous a appris à croire qu'une chose pareille ne pourrait jamais arriver. Nous faisons confiance au système. Nous ne devrions pas. Chaque article que vous achetez, chaque aliment que vous mangez, tout dépend d'un réseau logistique qui repose entièrement sur un approvisionnement constant en carburant. Sans carburant, la nourriture cesse de circuler. À ce moment, les gens cherchent une solution de secours, un système d'urgence ou un dispositif gouvernemental pour sauver la situation. Et il y en a un, mais malheureusement il a déjà été pillé. Le gouvernement américain n'était pas aveugle au risque du système logistique. On a compris qu'en cas de crise pétrolière ou de pénurie de carburant, les réseaux de transport pourraient s'effondrer, et des millions d'Américains risqueraient de mourir de faim. Ils ont donc instauré la réserve stratégique de pétrole des États-Unis, SPR, comme filet de sécurité. Elle agit comme un tampon contre une crise d'approvisionnement en carburant, garantissant qu'il y a suffisamment de stocks d'urgence de pétrole pour maintenir les véhicules en mouvement et les réseaux de transport opérationnels. D'autres pays ont aussi des réserves stratégiques, mais la réserve américaine a toujours été l'une des plus importantes. À pleine capacité, elle peut contenir 714 millions de barils, stockés profondément à l'intérieur d'immenses cavernes souterraines de sel, long de la côte du golfe du Texas et de la Louisiane. Aujourd'hui, ces cavernes sont loin d'être pleines, même pas à moitié. Fin juin 2026, la réserve stratégique de pétrole américaine comptait à peine 330 millions de barils, son plus bas niveau en plus de 40 ans. Il faut remonter jusqu'en 1983 pour retrouver la réserve aussi épuisée. Pendant des décennies, le gouvernement a constitué ce stock de secours, accumulant des centaines de millions de barils. Puis soudain, une grande partie de cette réserve a disparu. Début mars, le gouvernement a autorisé la libération de 172 millions de barils. C'était une réaction directe à la guerre en Iran, qui avait provoqué une hausse des prix du pétrole après la fermeture du détroit d'Ormuz par l'armée iranienne. 20% de l'offre mondiale de pétrole s'est soudainement arrêtée. C'est exactement le genre de situation pour laquelle la réserve stratégique de pétrole avait été créée. La libération massive d'urgence a apporté un soulagement temporaire au marché de l'énergie. Mais le problème principal est la lenteur de reconstitution de la réserve, plus que sa rapidité d'épuisement. La physique et l'économie d'un tel remplissage sont bien plus complexes que simplement ouvrir des vannes pour la vider. Les bureaucrates tentent de racheter du pétrole brut pour le réinjecter dans les cavernes de sel de la côte du Golfe, mais pas assez vite. Le rythme actuel de remplissage est environ 10 fois plus lent que le rythme de prélèvement d'1 million de barils par jour observé en 2022.
C'est comme quelqu'un qui vit dans le lac avec une lance à incendie, pendant qu'un autre le remplit avec un seau. Les chiffres ne tiennent pas la route. Si ce rythme se poursuit, il pourrait falloir des années pour ramener la SPR à un niveau proche de sa capacité maximale. Voici une question. Si deux personnes investissent la même somme, pourquoi l'une réussit-elle souvent mieux? Ce n'est pas une question de chance. Tout commence par deux mythes, auxquels des millions d'investisseurs croient encore. Démystifions-les avec le sponsor d'aujourd'hui, Mintos. Mythe numéro 1. Les actions sont le seul moyen de faire croître régulièrement votre épargne. Eh bien, les actions sont volatiles. Le S&P 500 américain connaît de fortes baisses chaque année. Et en 2025, il a chuté de près de 19% avant de se redresser. Cela peut être stressant et amener de nombreux investisseurs à faire des erreurs coûteuses sous le coup de l'émotion. Mythe numéro 2. Les actifs à revenus fixes sont compliqués et ne sont pas destinés aux investisseurs ordinaires. En réalité, investir dans le revenu fixe est plus simple que vous ne le pensez. Le marché européen de l'investissement alternatif pour les particuliers a presque doublé en seulement 5 ans. C'est là que Mintos entre en jeu. Mintos est une plateforme facile à utiliser qui vous permet d'investir dans des prêts, des obligations et de l'immobilier en seulement quelques clics. L'objectif est simple. Gagnez un revenu régulier sans dépendre des hauts et des bas du marché boursier et répartissez les risques. Les prêts sur Mintos ont offert un rendement net annuel moyen de 8,8% depuis 2015, ce qui est supérieur à un compte d'épargne. Mintos a été fondé en 2014 et compte plus de 700 000 investisseurs à travers l'Europe, gérant plus de 800 millions d'euros d'actifs pour les investisseurs. Investissez dès 50 € avec une gestion automatisée ou gardez le contrôle total. Pour recevoir un bonus de bienvenue exclusif, scannez le code QR ou cliquez sur le lien dans la description. Voilà, c'est fait. 2 mythes sur l'investissement ont été démystifiés. Investissez dès aujourd'hui avec Mintos. Ça ne signifie pas que les États-Unis n'ont plus de pétrole, ni totalement perdu leur réserve de sécurité. Mais celle-ci est bien plus réduite qu'il y a quelques années. La marge d'erreur est aujourd'hui bien plus faible qu'elle ne l'a été depuis des décennies, car le filet de sécurité est plein de trous. Inutile de deviner ou d'estimer la suite. Nous avons déjà vu ce scénario se produire auparavant. En 2022, le Sri Lanka a connu un effondrement brutal et violent, qui a mis toute la nation à genoux. Lorsque les réserves de change utilisables du pays sont tombées à un niveau proche de zéro, il s'est retrouvé dans l'incapacité de rembourser sa dette extérieure de 58,7 milliards de dollars. En conséquence, le pays a cessé d'honorer les échéances de sa dette pour la première fois de son histoire. De plus, le gouvernement sri-lankais ne pouvait plus financer les importations essentielles, comme la nourriture, le carburant, les médicaments et les engrais. Cela a entraîné des pénuries nationales de ressources vitales. Du jour au lendemain, les livraisons de pétrole et d'autres produits et matériaux se sont arrêtées. Le réseau de distribution du pays s'est effondré presque instantanément. Faute de carburant, le transport des marchandises était impossible. La nourriture pourrissait dans les champs, faute de camions pour l'amener au marché et épiceries. L'absence d'engrais signifiait également que les rendements agricoles commençaient à baisser. Les gens devaient attendre des heures, parfois des jours, dans des files de plusieurs kilomètres pour acheter le peu d'essence disponible. Ils subissaient aussi des délestages quotidiens, pouvant durer 13 heures, faute de carburant pour les centrales électriques. Les écoles ont fermé, les hôpitaux ont reporté les traitements et les opérations. Le prix des produits de première nécessité a explosé. En septembre 2022, l'inflation alimentaire annuelle avait atteint le chiffre vertigineux de 94,9%. Le coût d'un repas de base a pratiquement doublé en une seule année. Le peuple du Sri Lanka a dû faire face à un coût de subsistance et de survie augmentant plus vite qu'une monnaie en hyperinflation. Leur salaire n'augmentait pas non plus. Les gens gagnaient autant, voire moins, mais devaient faire durer leur budget 2 fois plus longtemps. Plus de 6 millions de Sri Lankais sont tombés dans l'insécurité alimentaire, sans savoir quand ni d'où viendrait leur prochain repas. Plus de 60% des foyers ont adopté des stratégies comme sauter des repas ou réduire les portions pour s'en sortir. Ainsi, une crise du carburant devient vite une crise alimentaire. Le Sri Lanka a montré ce qui arrive à votre portefeuille quand le carburant s'arrête. Sans carburant, il manque aussi de nourriture. Toute la nourriture qui reste devient un produit de luxe avec un prix bien plus élevé. Vous pourriez croire que le Sri Lanka était un cas isolé, une anomalie, un exemple unique de mauvaise gestion économique dans un pays en développement. Cela n'arriverait pas dans le monde occidental. Vous auriez tort. Les mêmes vulnérabilités systémiques qui ont provoqué la crise au Sri Lanka existent aussi aux États-Unis, au Royaume-Uni et dans d'autres pays, quel que soit leur statut ou leur niveau économique. L'idée que les pays plus riches peuvent réduire le risque en passant à un système plus fort et plus intelligent est fondamentalement erronée.
me dit sans cesse que la technologie va bientôt résoudre nos grands problèmes et que la prochaine avancée rendra nos vies plus faciles, plus sûres et moins vulnérables aux crises. Elles, comme les véhicules électriques, sont censées résoudre notre dépendance au pétrole. Chaque année, il y a plus de véhicules électriques dans les allées, plus de SUV électriques sur l'autoroute, et plus de gros titres annonçant la fin de la voiture à essence. L'ère du pétrole touche à sa fin. C'est un mythe, et les données le prouvent. Oui, les ventes mondiales de véhicules électriques augmentent, et battent même des records dans de nombreux pays. Oui, les gouvernements mettent en place des plans pour éliminer progressivement les véhicules à moteur à combustion interne, et offrent des incitations pour que les gens achètent des véhicules électriques. Mais en juin 2026, les véhicules électriques ne représentent que 5% du parc mondial de véhicules particuliers, et presque 0% dans les secteurs du transport lourd par mer et par air. En d'autres termes, même s'il y a plus de véhicules électriques sur les routes aujourd'hui, la majorité sont utilisés par des familles pour leurs trajets matinaux et leurs courses. Peu d'entre eux servent dans les secteurs soutenant la société moderne. Les camions, les avions et les navires qui transportent les marchandises d'un point A à un point B dépendent presque exclusivement des carburants à base de pétrole. Cela va rester ainsi dans un avenir prévisible. Environ 80% de tout le commerce mondial est transporté par une vaste flotte maritime, qui constitue, en effet, le sang de la civilisation du XXIe siècle. Et 99% de cette flotte nécessite du pétrole pour parcourir un seul mile. Les cargos ont besoin de carburants à base de pétrole, comme le fioul lourd ou HFO, et le gasoil marin MGO en quantité énorme. Les faire passer soudainement à l'électricité est une pure fantaisie. Il n'existe aujourd'hui aucune technologie de batterie assez grande ou assez puissante pour permettre à ces géants d'effectuer leur voyage transocéanique. Les mêmes limitations s'appliquent dans les airs. Les avions de fret transportant des marchandises urgentes ou de grande valeur, tels que les produits pharmaceutiques, consomment beaucoup de carburant pétrolier. Aucune flotte électrique n'est encore disponible pour les remplacer. Quand on comprend cela, le véritable danger d'une grande crise mondiale du carburant devient encore plus évident. Un épuisement total du pétrole est, en effet, un bouton de suppression pour l'économie mondiale telle que nous la connaissons. Si le pétrole cesse de couler, tout s'arrête. La popularité croissante des véhicules électriques n'a aucune influence là-dessus. Cela signifie que les systèmes logistiques dont nous dépendons doivent se battre pour une réserve de pétrole qui diminue. Avec l'intensification de la concurrence, le coût de l'énergie atteint un seuil critique inédit. Les analystes énergétiques et les experts financiers comme Goldman Sachs parlent souvent du seuil de destruction de la demande. Il arrive un moment où le coût d'une matière première devient tout simplement trop élevé pour que les consommateurs puissent l'absorber. Ils changent alors radicalement et durablement de comportement pour limiter leur consommation de cette ressource, entraînant inévitablement un déclin économique. Les achats sont reportés, les déplacements diminuent et les investissements ralentissent. Le cabinet de recherche et de conseil Wood Mackenzie estime que le seuil de destruction de la demande de pétrole se situe entre 125 et 150 $ le baril. Dès que nous atteignons cette fourchette, tout change. Et c'est parce que le coût énergétique réel nécessaire pour transporter physiquement un produit à travers un océan, le long d'une voie ferrée ou sur une autoroute, dépasse la marge bénéficiaire du produit lui-même. Imaginez un produit qui parcourt la chaîne d'approvisionnement mondiale. Il doit être fabriqué, emballé, stocké et expédié à travers le monde. Il est ensuite transporté par camion jusqu'à un entrepôt, livré à un magasin et vous est vendu. Chaque étape coûte de l'argent. Tant que le carburant reste relativement bon marché, l'équation tient et tout le monde réalise un bénéfice. Quand les prix du carburant augmentent, le transport coûte plus cher. Si le transport d'un conteneur coûte plus que la valeur des marchandises, l'expédition n'a plus de sens. Les entreprises peuvent augmenter les prix, mais seulement jusqu'à une certaine limite. Les clients cessent d'acheter, les ventes chutent et les produits ne circulent plus. C'est alors que le moteur économique cale. Non parce que le monde manque de produits, mais parce que leur acheminement devient trop coûteux. Ce phénomène ne s'arrête pas là. Cela se répercute sur l'ensemble de la société, touchant surtout les classes moyennes et ouvrières. Tant que le pétrole maintient un prix dans la fourchette de 125 à 150 $ ou au-dessus, la croissance du PIB mondial se contracte. Soudain, des produits de base autrefois abordables semblent devenir des achats de luxe. Les familles doivent calculer au supermarché ce qu'elles peuvent ou non acheter. La stabilité de l'emploi en souffre aussi. Avec la hausse des coûts d'énergie qui grèvent de plus en plus les revenus des entreprises, même les grandes marques doivent réduire leurs activités et licencier du personnel. En un clin d'œil, le consommateur moyen se retrouve coincé entre le marteau des coûts qui augmente et l'enclume de l'insécurité des revenus. Tous les conforts et les commodités de leur mode de vie moderne leur sont arrachés. Les bases solides du système sur lequel ils avaient appris à compter sont remplacées par un terrain de plus en plus instable. Et quand on pense à ce scénario, une question évidente se pose. Pourquoi les États-Unis n'utilisent-ils pas simplement leur propre pétrole ? Honnêtement, il n'y a aucune chance que cela fonctionne.
Les États-Unis sont fréquemment considérés comme un géant de l'énergie, avec une production et des exportations records ces dernières années. Il est facile de supposer que les champs pétrolifères du Texas et du Nouveau-Mexique devraient fournir largement assez de carburant pour protéger le marché intérieur, même en cas de pénurie mondiale. Sauf que ce n'est pas vrai. Si vous ne lisez que les gros titres, vous pourriez croire que l'Amérique bénéficie d'une indépendance énergétique, d'une production pétrolière record, d'une industrie de la fracturation hydraulique en plein essor, sans plus dépendre du reste du monde. Mais la réalité est bien plus complexe. Malgré une production pétrolière record, les États-Unis continuent d'apporter d'importants volumes quotidiens de brut lourd. Cela paraît contradictoire, mais il faut comprendre le fonctionnement de l'infrastructure pétrolière américaine. Tous les pétroles bruts diffèrent. Imaginez-les comme un spectre. À une extrémité, il y a le pétrole brut lourd, épais, collant et chargé d'impuretés. Le transformer en carburant, comme l'essence et le diesel, nécessite de grandes raffineries complexes. À l'opposé, le pétrole brut léger est plus fluide et facile à traiter. Ce ne sont pas juste des qualités différentes d'un même produit, ils se comportent différemment, nécessitent un raffinage distinct et ne sont pas toujours interchangeables. Voilà le problème. L'industrie du raffinage américaine, valant plusieurs milliards de dollars, est optimisée pour traiter du pétrole brut lourd et soufré. C'était logique alors, car le marché énergétique mondial dépendait beaucoup des importations de ce pétrole du Moyen-Orient et d'Amérique latine. Aujourd'hui, la révolution du fracturage hydraulique en Amérique génère beaucoup de pétrole brut léger et peu soufré, issu des formations de schiste. Mais l'infrastructure n'était pas prévue pour cela. Raffiner du pétrole brut léger et peu soufré dans des installations prévues pour du brut lourd et soufré, c'est comme mettre de l'essence sans plomb dans un moteur diesel et attendre des mêmes résultats. Ça ne marchera pas. Le carburant et les installations ne sont absolument pas adaptés l'un à l'autre. Les États-Unis sont donc contraints d'exporter quotidiennement des millions de barils de leur pétrole léger à faible teneur en soufre vers le monde entier. Parallèlement, ils doivent aussi importer des millions de barils supplémentaires de pétrole lourd et soufré de leurs partenaires internationaux, simplement pour maintenir leurs propres pompes en fonctionnement. En d'autres termes, le boom du fracking n'a apporté aucune forme d'indépendance énergétique. Il a simplement rendu la dépendance existante encore plus compliquée. Les compagnies pétrolières au sommet de la chaîne alimentaire le savent. Elles voient les limites de leur infrastructure. Elles voient les problèmes que cela engendre. Alors, que font-elles réellement à ce sujet ? Les gens voient ces grandes marques pétrolières prêtes à tout pour préserver l'ère du pétrole, refusant d'admettre que le monde va vers des énergies plus propres et durables. Et il y a une part de vérité là-dedans. Les compagnies pétrolières sont avides d'argent. Elles essaient désespérément d'en tirer jusqu'à la dernière goutte de profit. Elles ne cherchent pas à stopper la transition, ni parce qu'elles pensent pouvoir vendre du pétrole indéfiniment. Conscientes que leurs jours sont comptés, elles préparent déjà leur sortie. Il suffit de suivre l'argent. Les grandes entreprises comme Shell et BP financent des projets de capture du carbone, construisent des infrastructures d'énergie alternatives et anticipent la suite. Les fonds autrefois destinés à la recherche de nouveaux gisements pétroliers et à l'augmentation du forage sont maintenant alloués à poser les bases du prochain système énergétique. Ils ne font pas cela par pure bonté de cœur. Ce n'est pas une tentative altruiste de se racheter des erreurs du passé et de jouer un rôle dans le sauvetage de la planète. Ces entreprises, dominantes dans l'énergie depuis des décennies, cherchent ainsi à préserver leur monopole le plus longtemps possible. Ils se rendent compte que le système actuel, dépendant du pétrole, est défaillant, non durable et fonce droit dans le mur. Ils savent que le seuil de destruction de la demande sera franchi, sans retour possible. À ce moment-là, le pétrole deviendra soit physiquement, soit économiquement impossible à extraire, voire les deux. Ainsi, les géants du pétrole deviendraient obsolètes. Mais en achetant tôt suffisamment d'infrastructures de nouvelle génération, ils peuvent verrouiller un système où nous dépendons toujours des mêmes grandes entreprises, juste sous une autre forme. C'est la nouvelle réalité géopolitique qui se dessine. Les compagnies pétrolières créent un monde où les sociétés modernes fonctionnent avec de faibles marges et dépendent de réserves limitées, avec seulement quelques jours de nourriture et de carburant en stock. Alors que les filets de sécurité s'amenuisent et que les stocks atteignent leur plus bas niveau depuis des décennies, les mêmes acteurs de l'industrie se repositionnent pour la suite. Non pas en quittant le système, mais en le possédant. Alors que l'attention reste sur la crise du carburant, un autre indicateur suggère un tournant économique. Nous détaillons cela dans « Ce n'est pas le pétrole que vous devriez surveiller, c'est le Japon » ou cliquez sur cette vidéo.